Bonjour et bienvenue au Parlement européen pour cette nouvelle session d'Europe Hebdo. Nous sommes aujourd'hui ici en plateau pour une émission spéciale, la présidentielle française vue par les eurodéputés étrangers. Et nous sommes plutôt bien entourés, Katia. Oui, avec nous 4 invités, 4 regards croisés sur la campagne. Véronique de Keyser, députée européenne venue de Belgique, du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour. À vos côtés, Rodi Kratsa. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Et vous êtes du groupe PPE, le groupe majoritaire ici au Parlement européen. Vous venez de Grèce. En face de vous, Andreas Schwab, député européen du même groupe, conservateur et allemand. Et puis Miguel Portas, le leader du front de gauche, si je puis dire portugais, du bloc de gauche portugais. Merci à vous quatre d'être avec nous. Alors, peu après les événements de Toulouse, la campagne française reprend peu à peu son cours. Quelle est la place de l'Europe dans cette campagne? On fait un petit tour d'horizon des programmes avec Aurélie Daface. Les partis sont nombreux à réclamer une refonte des institutions européennes. Le MoDem entend redonner de la légitimité à l'Europe. Pour cela, 2 mesures principales, l'élection au suffrage universel d'un président de l'Union et l'élection du Parlement sur la base de nouvelles circonscriptions pan-européennes. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon souhaite une renégociation du traité de Lisbonne et une réforme des 3 principales institutions européennes, Parlement, Conseil et Commission. Pour le NPA, il faut une Europe des peuples, pour Lutte ouvrière, des États-Unis socialistes d'Europe. À droite, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade défendent des positions souverainistes et réclament une sortie de l'euro. Si le candidat de Debout la République souhaite une Europe à la carte, la présidente du Front National veut rétablir la primauté du droit français. À l'UMP, on joue également la carte des eurosceptiques. Nicolas Sarkozy s'est prononcé pour un renforcement des contrôles aux frontières de l'Union et la mise en place d'un Buy European Act. 2 volets à cette mesure, favoriser les entreprises européennes dans les contrats publics et aider les sociétés qui produisent en Europe. À gauche, c'est le pacte de stabilité porté par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui fait l'unanimité contre lui. François Hollande veut le renégocier et y ajouter un volet croissance. Jean-Luc Mélenchon demande sa suspension pure et simple. Enfin, Europe Écologie et le Parti Socialiste proposent la création d'eurobonds émis par la Banque Centrale Européenne. Voilà 2 thématiques européennes majeures, la réforme de Schengen et celle du pacte budgétaire. Alors François Hollande propose de renégocier le traité de discipline budgétaire actuellement en cours de ratification en lui ajoutant un volet sur la croissance. Véronique de Keyser, est-ce que vous soutenez cette proposition? Bien sûr, on soutient cette proposition, mais cette proposition ne fait que reprendre ce que, en tout cas au niveau du Parlement européen, les socialistes demandent depuis des mois et n'ont pas réussi à avoir d'ailleurs. Et dès qu'on a commencé à négocier cette fameuse législation qu'on appelle le six-pack, nous nous sommes plaints de cette absence de dimension sociale et de dimension de relance de l'emploi et de la croissance. Mais une croissance qui amène de l'emploi, pas n'importe quelle croissance. Et c'est là qu'il y a peut-être beaucoup à discuter. Andreas Schwab, vous êtes justement allemand, conservateur. Est-ce que vous seriez prêt à renégocier ce traité? Alors moi, je ne pense pas qu'on va renégocier un contrat, ça ne s'est jamais fait en Europe. En Europe, il faut que les gouvernements en place négocient et concluent des contrats, mais ça ne veut pas exclure qu'on peut toujours et partout améliorer ce qu'on a décidé. Mais il faut savoir qu'il faut de l'argent pour financer ces emplois et cet argent ne peut pas être emprunté en plus de mon point de vue. Alors, ce traité, Rodi Kratsa, pour compléter ce que dit votre collègue, il dit qu'on ne peut pas tout renégocier en Europe, mais en même temps, ce traité tel qu'il est rédigé actuellement est fondé sur une règle d'airain, le respect de la discipline budgétaire avec l'austérité. Est-ce que l'austérité peut être un projet politique? Pas du tout. L'austérité ne peut jamais être un projet politique et ne peut pas donner des réponses à l'Europe, à la situation actuelle, ni à la gouvernance internationale non plus. On a besoin de la croissance, et surtout en Europe. Et la croissance a besoin comme condition l'assainissement budgétaire. On a vécu longtemps avec de l'argent emprunté. Ça, il faut quand même prendre en considération et en pleine conscience mener une autre politique. Mais ça ne veut pas dire que l'austérité, l'exemple grec le prouve Exactement. d'une manière brillante, que l'austérité
ne jamais peut apporter de la croissance. Alors, donc il faut renégocier ce traité selon vous. Il faut une composition de la rigueur. En Grèce, nous avons besoin de la rigueur, rationalisation de nos dépenses, de notre gouvernance et de mesures de croissance audacieuses et sincères. Donc, est-ce qu'il faut renégocier ce traité? Est-ce que vous seriez d'accord avec François Hollande? Je ne vois pas renégocier un traité qui est en cours de ratification dans le Parlement. Il faut être sérieux et sincère. Mais il y a beaucoup de solutions de croissance que nous pouvons apporter à l'Europe que nous n'avons pas épuisées. Ce n'est pas la renégociation du traité, c'est de mettre en valeur tous les moyens que nous avons, Eurobond, et en français on le dit obligation, euro-obligation. Le Parlement fait des propositions très mûres, très justes sur la question, et aussi des obligations de grands projets. Alors Miguel Portas, l'Europe a beaucoup de moyens à arriver à la croissance. Que dit l'exemple portugais, qui est votre pays, qui lui aussi doit mettre en application des plans de Ce que dit relance? l'exemple portugais, en gros, et ça c'est le problème de la proposition d'Hollande, c'est qu'il n'y a pas de croissance avec austérité. Ou une ou l'autre. Les deux en même temps, une sorte de mix, c'est une sorte de non-politique, pour simplifier. Oui, il y a tout de même quelque chose qu'il faut clarifier, parce qu'on dit ici traité pour les gens qui nous écoutent, comme s'il s'agissait d'un même traité que le traité de Lisbonne. C'est un pacte qui a été fait avec 26 gouvernements en place qui représentent une certaine tendance. Dont la France et l'Allemagne qui ont été un peu... Dont la France et l'Allemagne, mais c'est un pacte entre gouvernements qui devra d'ailleurs être soumis à un référendum en Irlande. Et en politique, ce qui a été fait à un moment donné peut toujours être défait. Ce n'est pas quelque chose dans lequel, démocratiquement, le Parlement a eu à voir. Ce n'est pas quelque chose qui est communautaire. C'est une entente entre copains. Voilà. Et les copains d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les copains de demain. Alors justement, les copains de demain ne seront peut-être pas les copains d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a proposé de réformer également l'espace Schengen. Rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une vision électoraliste? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Si je peux encore, mais c'est parce que, écoutez, les Belges, ils sont quasi consanguins avec les Français. Alors on suit comme ça la campagne française, on ne rate pas un mot. Je dois dire que le choc de la renégociation de Schengen, qui était un effet d'annonce finalement, on l'a ressenti vraiment comme une provocation dans un climat contre l'immigration, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Schengen est en train d'être réformé depuis un an, qu'il y a eu des réunions sur ces réformes 3 jours avant cette sortie de Sarkozy, auxquelles M. Guéant n'a même pas assisté. Alors, si la réforme de Schengen est tellement importante, pourquoi ne pas dire qu'elle existe et que la France a fait la politique de la chaise vide? D'autant que, Madame Kratsa, vous étiez en filigrane un petit peu dans le viseur de Nicolas Sarkozy, la Grèce étant la passoire, entre guillemets, de l'Union européenne avec sa frontière, avec la frontière gréco-turque. Comment vous l'avez ressenti? Et vous savez, nous, on a le problème, on est pour l'espace Schengen, c'est une conquête de l'Europe, avoir la mobilité libre en Europe, mais le système de visa commun, c'est très important, je pense, symboliquement, essentiellement. Mais nous, on a le problème de notre frontière avec la Turquie, c'est là où la Frontex agit. Et c'est assez particulier, ce n'est pas la circulation dans l'Europe, mais si on veut avoir un espace Schengen, il faut prévoir des réformes et l'adapter aux nécessités. Alors, revenons, si vous le voulez, à la campagne présidentielle, une campagne dont on parle beaucoup également dans les parlements de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Julien Cholat et Sandra Cerqueira. Les Britanniques sont très intéressés par les élections françaises. Qui ne l'est pas? Toute l'Europe s'intéresse à ces élections. Moi, j'ai bienvenu, au contraire de beaucoup de mes collègues, quand Angela Merkel a annoncé qu'elle va soutenir Nicolas Sarkozy. Parce que c'est normal, ils appartiennent à la même famille politique. Et la politique française et la politique allemande, ce n'est pas la politique nationale, c'est toujours aussi la politique européenne. Ce qui se passe en France a un impact direct aux citoyens allemands. À partir de l'élection du président, du gouvernement,
nous serons très intéressés à voir les propositions que la France fera au futur pour voir les répercussions qu'il peut avoir en Espagne et à toute l'Union européenne. François Hollande, c'est un ami. Et donc, je crois qu'il n'est pas difficile à comprendre que je souhaite le succès de mon ami. Mais sur le niveau international, dans le monde diplomatique, dans les relations institutionnelles, le président du Parlement européen travaille avec celui ou celle qui est élu par le peuple français. Alors, question à vous, Andreas Schwab, pour répondre à votre collègue Martin Schulz, votre collègue socialiste. Il y a quelques semaines, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel évoquait l'existence d'un front anti-Hollande de la part des dirigeants conservateurs, de certains dirigeants conservateurs européens, pour ne pas recevoir le candidat socialiste. Est-ce que François Hollande est aujourd'hui persona non grata en Allemagne? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Et on a bien vu que les socialistes ont fêté leur campagne avec les socialistes allemands. Mais je pense que le chef du gouvernement en Europe en ce moment ont vraiment d'autres soucis que de faire des entretiens avec des candidats. Il y a tellement à décider qu'on ne peut pas parler de... Historiquement, pardon, je vous coupe, Monsieur Schwab, mais historiquement, Angela Merkel avait reçu Ségolène Royal en 2007. Enfin, les candidats français à la présidentielle ont toujours été reçus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, François Hollande n'est pas reçu par la chancelière? Alors, moi, je n'ai pas décidé à la chancelière, donc je ne peux pas vous dire sur quelle base cette décision s'est prise, si elle s'est prise. Mais ce que je dirais, c'est que dans ce contexte actuel, on a tellement des enjeux à décider qu'on n'a pas vraiment envie maintenant de mêler des campagnes nationales au niveau européen. Et je pense que c'est un peu ça le background, tout ça. Michael Portas, est-ce que vous croyez en l'existence d'un front anti-Hollande en Europe? Bon, de ce point de vue, j'ai vu qu'il y a quelques problèmes d'agenda. Mais vraiment, mon problème, c'est un autre. C'est que quand Mme Merkel a des problèmes en Allemagne, toute l'Europe paye à sa cause. Alors, elles veulent donner une petite aide à M. Sarkozy, et nous pouvons la comprendre, mais c'est... Elle voulait effectivement participer à certains... C'est pas vraiment... C'est une sorte de participation indirecte. On va poursuivre ce débat. Oui. On va laisser partir Mme Kratsa qui doit retourner dans l'hémicycle. Merci d'avoir été avec nous. Alors, la presse européenne, toute la presse européenne semble s'intéresser beaucoup à cette campagne entre spectacles et romans feuilletons, reportages dans les coulisses des meetings politiques français avec Paul Bouffard. Cette campagne, je vois qu'il est très compétitif, mais en même temps très idéologique. On ne parle pas beaucoup de tous les problèmes qu'il peut y avoir au plan international. Chaque jour, il y a des petites phrases qui sortent de gauche, de droite. Cette campagne a été beaucoup plus axée sur l'économie que 2007. Chaque jour, dans les meetings et les QG de campagne, on croise de nombreux journalistes de la presse étrangère. David Picazzo est correspondant de la TBE. Pour la chaîne publique espagnole, il suit la telenovela présidentielle en France. Jean-Philippe Scholler est le journaliste accrédité par la télévision suisse romande. Même si elle n'est pas dans l'Union, la Suisse se passionne pour notre théâtre politique. Rudolf Balmer travaille pour le TAS, le quotidien berlinois Die Tageszeitung, proche de la gauche allemande. Aujourd'hui, le reporter allemand veut se rendre compte des enjeux de campagne, notamment de la situation du bassin industriel normand en ruine. Bonjour, Rudolf Balmer du quotidien Die Tageszeitung, enchanté. Rencontre avec les syndicalistes de Petroplus, la raffinerie est menacée de fermeture. Elle est devenue le symbole de la désindustrialisation française. Et ses ouvriers comptent beaucoup sur la présence des journalistes étrangers. Tout ce qui peut étendre la compréhension aux autres pays, c'est que du bonus pour tout le monde. Interview en boîte, direction le parc des expositions de Rouen. Ce soir, le candidat du Front de gauche tient meeting. Rudolf Balmer veut approcher le phénomène Mélenchon. Selon lui, il apporte un plus dans la campagne. Après, il y a un petit espace pour la presse. Oui, vous pourrez rester sur la salle de la conférence. D'accord. Le journaliste n'est pas là par hasard. L'axe franco-allemand est une clé de voûte de la construction européenne, jusque dans certains partis politiques. La Linkspartei, qui est le parti de gauche, qui était un peu le modèle pour Jean-Luc Mélenchon dans la création de son propre parti. Pour Rudolf Balmer, l'homme politique français est presque une rockstar. Les meetings des shows, il est venu tester le charisme du candidat Mélenchon.
c'est l'entrée à l'américaine. D'ailleurs, ça fait un peu rire. Donc, quand on connaît le lieu où on est avec les partis de la gauche. À la question « Le jeu politique français et allemand se ressemble-t-il ?», il répond « C'est tout de suite un combat ad hominem, on attaque même les conjointes. C'est impensable des choses comme ça dans un pays comme l'Allemagne. On a l'impression que tout est très filtré, feutré. » Depuis maintenant 4 ans, David Picazzo scrute la politique française. Pour le correspondant de la première chaîne espagnole, impossible de passer à côté de cette campagne. Le fait d'avoir 50 000 personnes ici avec les drapeaux français, ça c'est une image déjà forte. Donc, en train de chanter la Marseillaise. C'est un pays où on regarde toujours, l'Espagne. Voilà, on est voisins et tout ce qui passe en France, ça va nous toucher aussi. Depuis la crise de 2008, plusieurs gouvernements européens ont connu l'alternance et la survie du président Sarkozy à la tête de la France intéresse les Espagnols. Un mitin multitudinario de Nicolás Sarkozy con un objetivo definido, marcar un punto de inflexión en su campaña y tratar de recuperar, de reencontrar lo que aquí llaman la magia que le dio la victoria en el 2007. En Espagne, on aime l'exception du jeu politique français, car selon eux, une campagne chez les voisins du Nord, c'est 24 heures sur 24. Les candidats qui vont au téléjournal presque toutes les semaines aussi, vous avez des programmes avec plus de 3 heures pour les candidats Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ça, ce sont des choses qui sont surprenantes pour moi, parce que chez nous, on n'a pas l'habitude dans ces cas-là. À la télévision suisse, Jean-Philippe Scholler connaît bien les rouages de la présidentielle. Chaque semaine, sa rédaction lui commande plusieurs reportages. Les téléspectateurs suisses vivent ce rendez-vous politique comme un véritable feuilleton. Madame, bonjour madame, pour la télé suisse, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui les choses vont changer pour lui? Parce qu'il n'est pas très haut dans les sondages en ce moment. Il donne son programme et qu'il repasse, parce que c'est l'autre, il ne faut pas qu'il passe. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les candidats parlent plus des vrais problèmes comme la dette par exemple, ou le pouvoir d'achat des Français? Est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose qui est plus important finalement? Non? Pour le journaliste helvétique, la campagne a du mal à trouver son rythme. Sur le fond, qui est vraiment ce que les gens attendent, à savoir comment on résout la crise, comment on règle les problèmes de logement, comment on augmente le pouvoir d'achat, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Au final, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre des Alpes, et la manière de faire de la politique non plus. C'est vrai que la vie politique française a, disons, ce petit côté sulfureux, entre guillemets, polémique, qu'on n'a pas tellement en Suisse. On a une vie politique assez calme, nous, en Suisse. À y regarder de plus près, pour un journaliste étranger, la présidentielle française est the place to be. Comme aux États-Unis ou encore en Russie, cette couverture médiatique est une des plus importantes au monde pour les rédactions étrangères. Alors en France, on dit de cette campagne qu'elle est particulièrement violente. Andreas Schwab, quel est votre sentiment quand vous regardez un petit peu ce qui se passe chez vos voisins français? Comment est-ce que vous percevez cette campagne présidentielle? Je trouve qu'elle est fascinante, car en France, 24 sur 24, on regarde que quelques candidats. Et je trouve que c'est fascinant d'un pays comme vu de l'Allemagne, c'est fascinant, mais je trouve... C'est différent en Allemagne. C'est absolument différent, mais il faut faire attention, je trouve, que dans cette campagne, les Français n'oublient pas que ce n'est pas seulement la France qui est là concernée, que c'est aussi un peu l'Europe. Et je trouve personnellement que Nicolas Sarkozy a jusqu'à maintenant toujours joué cette carte européenne de manière sérieuse, bien que dans une campagne électorale, il y a toujours des enjeux qui sont un peu plus difficiles à communiquer. Et ça, je trouve, c'est très positif. Véronique de Keyser, est-ce que vous avez le sentiment d'une droitisation de la campagne? La presse européenne a des mots très durs. La presse même outre-Atlantique a évoqué Nicolas Le Pen. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que pour vous, c'est Marine Le Pen qui impose ces thématiques dans la campagne ou pas? J'ai en tout cas le sentiment d'une campagne assez sale de ce côté-là et très complaisante vis-à-vis des thèses de l'extrême droite. Et je dirais que ce n'est pas seulement la presse européenne qui est intervenue. Il y a eu un débat
au Parlement européen, où Verhofstadt, qui n'est pas socialiste, a crié dans la salle, mais est-ce que Nicolas Sarkozy est le candidat de l'extrême droite ou bien c'est Marine Le Pen? Donc cette tournure-là inquiète ici au Parlement européen? Inquiète terriblement au Parlement européen. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu à un moment donné un glissement, c'est en dessous de la ceinture et que c'est quelqu'un qui devient quelqu'un aux abois et qui est prêt à n'importe quoi. Alors c'est de la spéculation, mais en tout cas, ça ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'une droite française qui n'a jamais été, enfin qui n'est plus, l'affaire Dreyfus peut-être, mais qui n'a jamais été à ce niveau-là de racisme, d'intolérance, etc. Et c'est un visage de l'extrême droite. Je trouve qu'il y a des points sur lesquels on peut s'interroger, mais quand même il faut juger le gouvernement et Nicolas Sarkozy sur les actes qu'il a faits. Et je trouve qu'on peut bien fortement dire que les actes que le gouvernement sous Sarkozy a faits, c'est des actes européens. Et dans une campagne électorale, je voudrais vous signaler aussi, il est important, et c'est une expérience que nous avons faite en Allemagne, il faut éviter un parti à droite du CDU. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, avec sérieuxité, de réunir les gens derrière des positions, finalement, de mon point de vue, européennes. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment des doutes que Nicolas Sarkozy va continuer cette voie. Mais pour éviter, excusez-moi parce que c'est grave ça, si pour éviter un parti à la droite de la droite, on est obligé de reprendre les thèses de ces partis avec ce type de langage-là, non, c'est inacceptable. C'est ce que je n'ai pas dit, Véronique. Ce que je dis, c'est qu'il faut juger les politiques sur base des actes. Et les actes que le gouvernement Sarkozy a fait, c'est des actes européens. Oui, mais par exemple, on a eu le débat sur l'identité nationale en France, il y a une polémique sur le halal, il y a une immigration qui est de plus en plus contrôler, limiter l'immigration familiale, le regroupement familial, l'immigration de travail. Est-ce que ça, c'est des thématiques qu'il emprunte à la droite, par exemple? La discrimination à l'égard des Roms aussi, à un moment donné, ça nous a déjà alertés. Et c'était un fait européen, ça. Parce que... Alors, je trouve qu'on peut s'interroger sur quelques points. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Mais en principe, je trouve qu'il faut, d'un point de vue européen, juger un gouvernement et un président sur les actes. Et là, je reste assez clair. Je trouve qu'on peut vraiment dire... Alors, voyons un autre côté des actes d'austérité. Mon collègue, il a aussi raison quand il dit qu'on doit juger sur les actes. Et ce qui est vrai, c'est que Sarkozy est le demi-chef d'une Europe dirigée par Mme Merkel et qui ne donne pas des bonnes nouvelles au peuple il y a au moins 3 ou 4 ans. Aucune bonne nouvelle. Toujours des mauvaises mesures. La différence, c'est le degré si elles sont très mauvaises ou simplement mauvaises. Ça, c'est le problème. Mais je pense qu'en tout cas, il y a un vrai changement dans cette campagne électorale française. Je pense que le facteur neuf, c'est effectivement la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la gauche. Alors justement, comment vous regardez quand il se pose en tribun? Non, c'est une nouveauté, exactement, parce que toutes les études d'opinion ne donnent pas l'idée qu'il y a une droitisation de la France. Au contraire, sur le second tour, c'est clair qu'il y a une majorité de gauche. Comment vous interprétez cette montée du front de gauche en France? Je pense que cette montée, elle est due à un mélange intéressant, difficile de pratiquer par exemple au Portugal, à mon pays, qui est un mélange entre un discours qui est axé sur des propositions concrètes sur la vie des gens, et aussi avec une idée de révolution citoyenne, d'insurrection civique, il dira d'ailleurs que de la France est le capacité de refondation nationale, et en même temps de refondation démocratique et sociale d'Europe, que je pense que ça fait une combinaison qui permet à Jean-Luc Mélenchon de faire une sorte de campagne tout azimut. Il donne du combat à l'extrême droite avec clarté. Il discute avec Hollande, mais d'une façon qui n'est pas sectaire. Il parle au peuple de gauche, mais il parle à tous les gens. Mais quand il appelle à l'insurrection et qu'il promet de prendre la Bastille, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'excessif pour vous? Non, pas d'excessif. Il y a évidemment un jeu avec l'histoire. Et l'histoire de la France, qui a une dimension symbolique. Mais ce qu'il dit, c'est l'insurrection civique, c'est dans le jour où on va mettre les votes, nous allons ouvrir
la porte à la 6e République en France et à une refondation en Europe avec une sorte de victoire pour le tournant de l'Europe contre la droite. Andréa Schwab, est-ce que ça vous inquiète, cette candidature, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon Les candidatures ne m'inquiètent pas du tout, mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est quand même une façon de parler de l'Europe que je n'aime pas du tout. C'était la même chose avec Montebourg, quand il a dénoncé l'affaire avec Bismarck. Je trouve tout ce que nous faisons, il faut le faire ensemble. Peut-être on ne parle pas assez de cela, qu'on est interdépendant entre les Belges, entre les Allemands, entre les Français, entre les Portugais, mais aussi sur des réformes structurelles. Et si on parle de l'austérité là toujours, écoutez, qui peut repayer cette dette que les gouvernements ont fait dans le passé? Personne. Mais qui paie la dette des banques sinon la Banque Centrale Européenne? Qui paie la dette des banques? Sinon la Banque Centrale Européenne, qui a de la liquidité jusqu'à l'infini pour tous les banques privées, mais il n'y a pas pour les peuples et pour les États. Mais la dette doit bien se payer. Quelle Europe celle-là, Écoutez, où il y a tout l'argent pour les banques la Grèce. et rien pour les citoyens. Véronique de Keyser, génial. Vous pouvez oui, merci. Il y a certainement un phénomène Mélenchon qui est un mélange de tribuns, de leaders un peu charismatiques qui jouent du symbole, je reprends la Bastille, etc. Moi, ça ne m'inquiète pas. Et je pourrais dire que j'étais la veille de la reprise de la Bastille, j'étais avec des syndicalistes en Belgique qui me disaient, écoutez, on ne peut pas rester tard parce que demain on va reprendre la Bastille avec Mélenchon. Et c'était des socialistes. Donc il y a eu des quarts de Belges. Oui, des quarts de Belges qui sont partis reprendre la Bastille. Mais vous savez, je dis, on est très proche de la France. Mais bon, Mélenchon reprend un thème important, ce qui est celui de la renégociation du traité de Lisbonne. Pour rester... Et c'est le nom français au traité de Lisbonne qui capitalise maintenant. Alors, vous dites qu'il en profite aussi, qu'il utilise. Mais il en profite, c'est-à-dire il utilise ce nom, alors qu'on sait bien que malgré ce que la gauche avait dit, l'extrême gauche avait dit à ce moment-là, c'est-à-dire si c'est le traité de Lisbonne, c'est coulé dans le bronze et c'est fait à jamais, etc. On sait bien qu'un traité suit un autre et qu'il y aura un jour un autre traité après le traité de Lisbonne. Mais Mélenchon capte tout ça dans un nom du refus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de captation de l'électorat qui est déçu par Hollande, celui par exemple de Montebourg, parce que Hollande fait une campagne un petit peu plus au centre? Vous qui êtes socialiste, comment est-ce que vous percevez cette campagne de captation? Il y a certainement une captation d'une partie de l'électorat de Vert qui plafonne extrêmement bas. Et je ne suis pas assez spécialiste pour le faire. Je dirais que Mélenchon, bon, je ne suis pas sûre qu'il capte les voix de Hollande. Vous pourrez discuter parce que vous le savez mieux que moi, mais c'est le front du refus. Et c'est aussi ce mouvement des indignés qui se lève absolument partout en Europe qu'il a su capter. Plus légèrement, pour revenir sur la forme de cette campagne, Andréa Schwab, vous qui êtes allemand, est-ce que ça vous surprend cette manière de faire de la politique, de promettre qu'on va prendre la Bastille, de faire des grands meetings avec une dimension de show à l'américaine? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça chez vous en Allemagne? Alors, moi, ça ne me surprend pas du tout, mais c'est vrai, dans le système électoral allemand, ça ne serait pas vraiment pensable. Mais je ne dirais pas que c'est bien ou mauvais, c'est comme ça, et c'est intéressant de suivre ça du loin. C'est un petit peu un feuilleton, en fait. Oui, et ça démontre tous les sentiments, toutes les émotions qui existent en France en ce moment, et c'est intéressant de suivre ça. Miguel Portas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un pays avec des passions et des émotions. C'est bien ça, hein, j'aime bien. Si vous voyez la un pays du Sud, j'aime bien. J'aime bien. Merci à vous quatre et vous trois, parce que Madame Kratza a dû repartir dans l'hémicycle. Merci à vous d'avoir été sur le plateau des chaînes parlementaires pour ce grand débat animé sur la place de l'Europe dans la campagne française. On se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.